Bonjour, une chronique un peu particulière aujourd'hui puisque je vais parler de 6 films, un coffret, l'intégrale de la saga Baby Cart ou Le Loup à l'enfant qui était sorti chez Wildside il y a quelque temps. Cela faisait des années que je voulais le faire et je l'ai enfin fait. Le visionnage des 6 films constituant la série Baby Cart, soit l'adaptation au cinéma du génialissime manga de Koike Kazuo et Kojima Goseki, Kozure Okami, plus connu dans nos contrées sous son titre anglais Lone Wolf and Cub. En fait, cette curiosité pour ces films remonte en ce qui me concerne à bien avant ma découverte du manga. Cet intrigant titre global de Baby Cart en soi suffisait à attirer l'attention, et c'était sans doute la série de Chambara la plus connue en dehors du Japon, si le Zatoichi de Kitano Takeshi en 2003 a un peu changé la donne, en popularisant bien au-delà des frontières de l'archipel nippon le personnage très révéré là-bas du masseur aveugle. En fait, il y a un lien direct, voire plusieurs, et j'y reviendrai. Mais ma découverte bien tardive de la BD de Koike Kazuo et Kojima Goseki a forcément rendu plus nécessaire encore le visionnage de cette saga. Parce que Lone Wolf and Cub a constitué pour moi une putain de baffe, comme mes chroniques très enthousiastes des 4 premiers tomes en témoignent sans doute. Je viens de lire le 5e, j'en causerai sous peu. Le scénario de Koike Kazuo fait preuve d'une astuce extraordinaire, à même de conjuguer dans l'harmonie la violence et le sentiment, l'outrance et la documentation. Le dessin de Kojima Goseki et la mise en page en fait partie, démontrent quant à lui un sens du cadre et du montage qu'on est porté à qualifier de cinématographique, même si c'est prendre les choses à l'envers. Je n'en étais que plus curieux de voir ce que cela pourrait bien donner à l'écran. Certes, la série est très longue, et je doute qu'elle demeure aussi bonne au fil de ses 28 tomes, mais en ce qui concerne les 5 premiers du moins, les seuls que j'ai lus pour l'heure, on peut très légitimement parler de chef-d'œuvre, de monument de la bande dessinée. Et les films, il me fallait voir ça. Et merci aux indispensables éditions Wildside, comme toujours, pour ce très beau coffret rassemblant les 6 DVD de la série, complété par un DVD bonus fort instructif où l'on disserte aussi bien sur l'œuvre de Misumi Kenji que sur l'influence de Lone Wolf and Cub sur Frank Miller, avec aussi une comparaison de la BD et des films, excellente idée et bien rendue, mais hélas sur un format trop court et donc un peu frustrant. Baby Cart donc, 6 films, auxquels on accole systématiquement le qualificatif si dangereux de culte. 6 longs métrages sortis en l'espace de 3 ans, mais les 4 premiers durant la seule année 1972, et ce alors que la publication du manga n'avait débuté qu'en 1970. 6 films, enfin, qui ont rassemblé une équipe de personnages hauts en couleur. Sans doute faut-il commencer par Katsu Shintaro, forte tête et ou tête de cochon, mais alors un acteur extrêmement populaire au Japon, au premier chef pour son plus célèbre rôle, celui donc de Zatoichi. Il a incarné le masseur aveugle dans 25 films très rentables au cours des années 60 et 70. Comme dit plus haut, le film de Kitano Takeshi est un témoignage éloquent de l'importance de ce personnage dans le cinéma populaire japonais dans la durée, comme un James Bond peut-être. Au tournant des années 1970, cependant, le cinéma japonais, et pas seulement le cinéma populaire d'ailleurs, connaît de plus en plus de difficultés. Après l'âge d'or des années 50 et 60, ce qui inclut l'internationalisation du cinéma nippon dans la foulée du Rashomon de Kurosawa Akira, se profile à l'horizon la chute des grands studios japonais. Et Katsu Shintaro, à ce qu'il semblerait, en était parfaitement conscient. Il était sans doute très conscient d'une autre chose encore. Le Chambara, ce genre dont il incarnait sans cesse le plus fameux personnage, était alors entré dans une phase de déclin, et le public tendait à s'en désintéresser, lui préférant notamment les films de Yakuza. Pour remédier à ces deux soucis, Katsu Shintaro, désireux d'une plus grande liberté, a donc fondé sa propre maison de production, Katsu Pro, qui, sauf erreur, sans s'émanciper totalement du système des grands studios, je crois qu'il y avait des liens avec la Daiei, lui autorisait cependant une certaine marge de manœuvre, l'occasion de tourner des films dont les studios, frileux et conservateurs, n'auraient jamais voulu. Entre alors en scène un deuxième personnage, haut en couleur, qui n'est autre que le frère aîné de Katsu Shintaro. C'est que leur père était acteur de kabuki, et il a ainsi formé les deux garçons qui y ont fait leurs premières armes. Wakayama Tomisaburo, donc, semble-t-il, lui aussi une forte tête et ou tête de cochon. Le bonhomme est massif, un judoka chevronné par ailleurs, et c'est ainsi qu'il a commencé à percer au cinéma. Mais peut-être plus encore que son frère, Wakayama est un amateur de Jidaigeki, film historique on va dire, ou en costume, au-delà du seul Shambara qui en est un sous-genre. Depuis 1955, il a tourné dans nombre de ses films et en temps continué. Or, Wakayama découvre le manga Kozure Okami de Koike Kazuo et Kojima Goseki, qui paraît depuis 1970 et remporte semble-t-il un certain succès. L'acteur est très séduit par le personnage d'Ogami Itto et soumet à son frère l'idée d'en produire une adaptation cinématographique avec lui-même dans le rôle principal.
Par ailleurs, de sa propre autorité, il va rendre visite au scénariste Koike Kazuo. À en croire ce dernier, à peine entré dans la salle, Wakayama Tomisaburo aurait aussitôt exécuté un saut périlleux. Je suis peut-être gros, mais je peux quand même faire ça. Il est vrai que le physique de Wakayama peut surprendre, guère conforme aux images que l'on se fait couramment des héros de Chambara, et dans le premier film notamment, j'avoue que je ne savais pas vraiment qu'en penser. Mais, pour le coup, son côté massif et néanmoins vif de judoka, autant que l'âge qui commençait à marquer ses traits, en faisait effectivement un choix pertinent pour incarner Ogami Itto, et qu'importe s'il ne ressemblait pas vraiment au personnage dessiné par Kojima Goseki. Quoi qu'il en soit, Koike Kazuo est impliqué dans l'affaire. Il scénarisera lui-même les 5 premiers films. Il confesse volontiers que ça s'est fait de manière assez anarchique et désinvolte. Et Wakayama Tomisaburo ayant convaincu son frère Katsu Shintaro de produire le film, débute bientôt le tournage du Sabre de la Vengeance. Nous sommes en 1972. Le film connaîtra un beau succès, au point où 3 autres épisodes seront tournés dans la même année, puis un autre en 1973 et un dernier en 1974. Il semblerait que la série se soit interrompue en raison d'un caprice de Wakayama. Mais là j'ai pris un peu d'avance. C'est qu'il fallait aussi trouver un réalisateur. La question ne s'est finalement pas posée très longtemps, car aussi bien Katsu Shintaro que Wakayama Tomisaburo avaient leur idée sur la question. Ils voulaient Misumi Kenji. Là encore une forte tête, même si sur un mode beaucoup moins agressif. Simplement le réalisateur ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ses relations avec les deux frères avaient pu être houleuses au début, mais finalement ça s'était avéré le meilleur moyen de gagner leur respect. Misumi avait réalisé des films très divers. Certains lui avaient conféré, semble-t-il, l'image d'un réalisateur féminin, ce qu'un dur passablement conservateur comme Wakayama Tomisaburo traduisait par efféminé initialement. Pas si éloigné au fond d'un Mizoguchi Kanji, auquel il était lié via le studio Daiei et sa hiérarchie interne des auteurs. Mais il avait également fait preuve d'un certain brio dans un registre davantage tourné vers l'action, et Katsu était bien placé pour le savoir, puisque Misumi l'avait dirigé dans nombre de films de la série des Zatoichi dans les années 60, dont le tout premier en 1962. Un réalisateur inventif et digne de confiance, capable de faire œuvre au travers de films très différents et pas étrangers au registre populaire, le choix idéal pour Baby Cart. Misumi Kanji réalisera 4 des 6 films de la série, les 3 premiers et le 5e. Aussi reste-t-il attaché dans la mémoire cinématographique, on en a fait LE réalisateur de Baby Cart. Même s'il y en a eu 2 autres, donc. Le 4e film a été tourné par Saito Buichi, un réalisateur proche et qui avait été envisagé dès le départ. Moins inventif peut-être que Misumi, mais impliqué et tout à fait compétent. Le 6e et dernier opus, un peu à part, le film n'est pas scénarisé par Koike Kazuo et contient des éléments clairement surnaturels, a quant à lui été réalisé par Kuroda Yoshiyuki, qui avait semble-t-il connu une belle carrière dans le registre fantastique. Pour être vraiment complet, ce tableau des personnages autour des films devrait sans doute mentionner d'autres noms plus discrets, chef opérateur, monteur, compositeur. La musique est totalement anachronique, très funky souvent, avec aussi à l'occasion des bruitages blip d'une électronique saut 1973. Et d'autres encore. Mais là, ça dépasse allègrement mes compétences, enfin encore plus que ce que je viens de dire, quoi. Je vous renvoie au documentaire Baby Cart, l'âme d'un père, l'âme d'un sabre, dans le DVD bonus Baby Cart, le guerrier de l'apocalypse. Il contient plein de choses très intéressantes à ce propos, dont des interviews des grands responsables de tout ça. La série Baby Cart ne doit sans doute pas être envisagée isolément. Elle s'inscrit dans l'histoire tumultueuse du Chambara, sous-genre du Jidaigeki, même si la nuance n'est peut-être pas toujours évidente. D'autant que si le Chambara originel avait des sources pré-cinématographiques dans le théâtre kabuki, il a considérablement évolué au cours du XXe siècle. Et les 7 samouraïs de Kurosawa Akira en 1954 est sans doute une date importante, notamment dans cette optique d'un registre un peu flou entre le genre et le sous-genre. Outre qu'il permet à quelques-uns de ces films de s'exporter, le film de Kurosawa incarne aussi un courant où le cinéma japonais prend compte de l'international et l'influence en retour. Le lien avec le western est tout particulièrement marqué. Un fait qui éclate dans Yojimbo en 1961, où l'hommage est explicite et en même temps très joueur. Déjà l'année précédente, John Sturges avait livré un remake des 7 samouraïs en western sous le titre Les 7 mercenaires. Mais en 1964, c'est cette fois Yojimbo qui est remaké par Sergio Leone sous le titre Pour une poignée de dollars. Naissance, du moins à l'international, du western spaghetti et belle illustration d'une boucle de rétroaction qui se met en place où le Chambara et le western italien, notamment, s'influencent sans cesse. Baby Cart en témoignera, et, outre les films de Leone, je suis très tenté de supposer une influence marquée du Django de Sergio Corbucci, notamment. Et cette influence réciproque ne concerne pas seulement les techniques de réalisation ou même de narration.
Yojimbo, au travers du Ronin incarné par Mifune Toshiro, avait introduit un personnage de héros à la morale, en apparence du moins, plus ambigu que de coutume, dans un monde quant à lui, sans l'ombre d'un doute, d'un cynisme effrayant et prompt à la violence la plus sale. Deux dimensions considérablement accentuées dans le film de Léon et ses deux suites, où cela tourne presque au nihilisme. Au Japon, ce constat plus désabusé, car je suppose que les films de Kurosawa avaient encore malgré tout quelque chose de chevaleresque, ce constat donc opère aussi une remise en cause des vieilles gloires du Bushido et de l'honneur si cher aux samouraïs, approche qui prend de plus en plus de place dans le Shambhala et le Jidaigeki japonais des années 60, en contrepoint à celui des décennies précédentes. En témoignent notamment des films tels que le splendide Harakiri de Kobayashi Masaki, ou encore Goyokin ou Itokiri de Gosha Hideo, qu'il faut à tout prix que je revoie sous peu. À vrai dire, en bande dessinée, Lone Wolf Cub en sera bientôt la plus criante des illustrations, et je suppose certains Gekiga de Hirata Hiroshi de même, par exemple L'Argent du déshonneur. La violence aussi prend une toute autre signification. À ce qu'il semblerait, le Shambhala classique, comme le western classique d'ailleurs, ne jouait pas la carte de la violence graphique. Les morts tombaient au sol sans une goutte de sang, sans un cri. Ici, c'est à nouveau un film de Kurosawa qui commence à changer la donne. Sanjuro en 1962. La suite de Yojimbo sortie quant à lui l'année précédente. Les deux films usaient de diverses techniques pour rendre les combats plus terribles, que ce soit au plan du montage, en usant d'accéléré ou de ralenti, ou encore en trafiquant le son des coups de sabre et des membres tranchés pour un impact plus viscéral, littéralement parfois. Mais en outre, Sanjuro se conclut sur un fameux duel qui s'achève bien vite en un geyser de sang. La légende prétend que l'effet spécial avait déconné, mais pour le mieux. De ceci aussi le Shambhala ultérieur saura se souvenir, et tout particulièrement Baby Cart, série où l'ultra-violence règne, très graphique, une dimension encore accentuée dans la diffusion internationale originelle des films, avec le remontage Shogun Assassin, qui parvenait à rendre l'ensemble plus violent encore. Ceci cependant c'est la trame générale de l'évolution thématique du genre, mais à la fin des années 60, le Shambhala semble avoir perdu en popularité au Japon. On lui reproche souvent d'être devenu trop baroque, trop maniéré, ce qui paraît pourtant entrer en contradiction avec cette évolution globale. Mais Baby Cart va, une dernière fois peut-être, remodeler le genre en reprenant ses divers aspects et en les poussant plus loin que jamais. Comme dans le manga originel, Ogami Itto est un tueur impitoyable. Un homme très dur aussi avec son fils Daigoro, même si dans les deux cas quelques scènes savamment saupoudrées témoignent de ce que la relation qui les unit n'est pas dénuée d'un authentique amour, peut-être d'autant plus touchant. Quoi qu'il en soit, l'ancien bourreau du shogun, dans sa quête de vengeance, en s'abaissant à devenir un tueur à gages, paraît rompre tous les liens avec la figure mythique du samouraï. Il en conserve pourtant la dignité froide et intimidante. Mais les illusions ne sont plus de la partie. De la sorte, le monde autour de l'assassin ne bénéficie plus lui non plus des mêmes enjolivures fantasmées. Il est cynique, immoral, révoltant et d'une extrême violence. Nul besoin pour s'en apercevoir de s'en tenir au seul Yagyu, les vilains de la série, clan ninja cupide et impitoyable. Les agents plus officiels du shogunat ne valent pas mieux, et les routes de l'archipel sont parcourues par quantité de brigands qu'ils s'assument en tant que yakuza, ou feignent, peut-être même à leurs propres yeux, d'être des samouraïs, quitte à ce que ce ne soit que pour jouir des privilèges attachés à ce rang. Même si Baby Cart s'affiche avant tout comme un divertissement populaire, la série déploie donc un tableau très critique et sans doute aussi railleur à l'encontre des représentations idéalisées du Bushido. Mais dans cette entreprise de démolition et de massacre, la série ne fait pas que broder sur le Shambhala des années 60. Elle sait, comme les meilleurs de ses prédécesseurs, regarder ce qui se fait ailleurs et en tirer profit. Ce qui produira à terme une influence en retour. Le modèle du western spaghetti, même rendu confus tant il avait entretenu des liens complexes avec le Shambhala depuis Yojimbo et pour une poignée de dollars, est indéniable. Et tout particulièrement à partir du troisième volet, dans La Terre de l'Ombre, je maintiens, j'ai vraiment l'impression que c'est Django la référence clé. Mais il y a d'autres choses encore. Sans doute le cinéma de Hong Kong, et tout particulièrement de la Shaw Brothers. Sans doute aussi, et enfin, de manière peut-être plus surprenante, via notamment une multitude de gadgets improbables, y a-t-il dans les films Baby Cart bien des choses qui renvoient à James Bond. Le paradis blanc de l'enfer au terme de la série ne laissera plus aucun doute à cet égard. Baby Cart, quoi qu'il en soit, incarne le Shambhala des années 70, même avec quelque chose d'un chant du cygne. De par son outrance à tout point de vue, la série y gagne une certaine singularité qui découragera l'imitation. Outrance, c'est bien le mot. Si le premier film, Le Sabre de la Vengeance, reste relativement sobre à cet égard, dès le deuxième, L'Enfant Massacre, la série en rajoutera toujours plus dans l'ultraviolence et le grotesque,
jusqu'à aboutir à l'ultime film, Le Paradis blanc de l'enfer, pour lequel le mot excessif paraît bien timoré. Il y a là une escalade qui ne pouvait peut-être pas continuer éternellement. La folie du sixième film, même s'il n'était semble-t-il pas envisagé dès le départ comme devant être le dernier de la série, en témoigne sans doute à sa manière. Cette outrance tient d'abord à l'ultra-violence de la saga. Le geyser de Sanjuro y fait bien des émules. Le tuyau d'arrosage participe de nombreux effets spéciaux. C'est presque un personnage à part entière à ce stade. La série est très gore, oui. Le sang qui gicle s'accompagne régulièrement de têtes et de membres qui volent, de plaies à vif en gros plan, parfois même de corps littéralement coupés en deux d'un coup de sabre bien placé. Les combats sont bien chorégraphiés, avec une certaine élégance, parfois. Élégance qui ressort également d'ailleurs de scènes plus contemplatives et très bien composées, notamment dans les films tournés par Misumi Kanji. C'est un point que je ne saurais pas développer beaucoup plus, mais il faut le prendre en compte. Les films sont souvent beaux et ils ne sont pas que tueries. En tout cas, la mort n'y est jamais élégante, quant à elle. Elle est horrible et nous le ventre. À moins de faire rire. Les bruitages y participent d'ailleurs, pas seulement du fait des astuces de Kurosawa et de ses collaborateurs mentionnés plus haut, et dûment reprises. Ici, la lame pénétrant dans la chair et qui y est retournée produit son lot de splotch peu ragoûtant. Et les pchit des tuyaux d'arrosage sont comme amplifiés avec des variantes. Le nuage de sang en particules peut utilement remplacer le geyser. On est en plein registre du grand guignol, parfaitement assumé. La réaction du spectateur est sans doute variable, sur un axe qui va du rire franc au dégoût nauséeux, 1000 nuances de gore. Même si je tends à croire que, du fait de cette escalade, les connotations de l'ultraviolence évoluent au fil de la série. Ce qui est douloureux dans Le Sabre de la Vengeance est hilarant dans Le Paradis blanc de l'enfer. Plus exceptionnellement, la violence, sans être aussi graphique, peut prendre d'autres formes, éventuellement plus éprouvantes d'ailleurs. Il y a ça et là quelques séquences de torture, dont une, dans le territoire des démons, s'avère particulièrement déconcertante, car c'est alors le petit Daigoro qui est supplicié sous les yeux de son père. De manière un tantinet gratuite par ailleurs. Mais dans ce registre, il y a plus insoutenable, quelques scènes de viol. Dans La Terre de l'Ombre, le troisième film, et peut-être mon préféré, on trouve deux de ces scènes très dures, d'autant qu'elles sont filmées caméra à l'épaule, ce qui rend les séquences plus brutales encore. Pour le coup, cette violence-là ne fait pas du tout rire. Mais la violence dans Baby Cart, c'est aussi le body count effarant dans chaque film, et toujours un peu plus. La série nous démontre par le menu qu'Ogami Itto est la principale cause de mortalité dans le Japon d'Edo, le petit Daigoro atteignant une honnête deuxième place au classement. Les deux premiers films ne manquent pas de tuerie, mais j'ai l'impression que la donne change avec le troisième, qui, dans sa scène finale, inaugure un principe de méga baston conclusif que les films suivants reprendront avec toujours plus d'ampleur. Dans chaque film, Ogami Itto tue des dizaines d'adversaires, dont une bonne moitié voire plus dans ses scènes finales totalement folles. Dès Dans La Terre de l'Ombre, cela a quelque chose de proprement, salement surréaliste. Dans Le Paradis blanc de l'enfer, ultime volet, cela passe toute mesure. Au visionnage du film, j'avais avancé que lors de la dernière scène, Ogami Itto tuait bien 150 à 200 personnes à lui tout seul. Et Wikipédia de me corriger dans le détail mais pas dans le fond, je cite, « Ce film détient le record du nombre de personnages tués par un seul autre personnage, Ogami Itto y faisant 150 victimes. » Bon, tout ceci n'est pas sans incidence quant à la réception des films. Disons-le, passé le premier opus, au-delà de quelques passages bienvenus dans les troisième et quatrième volets plus particulièrement, le ton de Baby Cart est assez différent de celui du manga de Koike Kazuo et Kojima Goseki. Lone Wolf and Cub pouvait sans doute faire appel au registre du grotesque, via des techniques et armes étranges de ninja ou via des massacres improbables, mais les films vont bien plus loin dans ce sens. Et sinon absolument rien de comédie, et si Ogami Itto y demeure un personnage grave et fondamentalement inquiétant, l'outrance des situations est telle que la noirceur essentielle du manga cède progressivement le pas au délire bisseux toujours plus excessif et autrement amusant. Pas que ce soit forcément une critique, même si je préfère largement le manga sous cet angle. Mais oui, le ton diffère. Et ce, même si Koike Kazuo a scénarisé 5 films sur 6, et si ces 5 films reprennent des éléments figurant dans la BD, et même dans ses tout premiers tomes. Rappelons que le manga n'avait débuté qu'en 1970, soit 2 ans seulement avant le premier film. Le cas du 6e métrage est à part, donc, mais la quasi-totalité des récits figurant dans les 5 premiers films ne m'était pas inconnue, car issus des 4 premiers tomes du manga. Et le ton diffère d'autant plus que, dans ce principe d'escalade, il y a comme une compulsion à faire toujours plus dans le bizarre, avec des coups spéciaux totalement dingues, des manières de mourir follement inventives et improbables, et, de plus en plus, quantité de gadgets tout droit sortis du laboratoire de Q. Ceci souvent via le landau de Daigoro.
La Daigoro mobile ne manque pas d'astuces improbables dès le départ, mais dans le dernier film, elle devient un putain de char d'assaut en même temps qu'une luge. Ces gadgets bien sûr connaissent leur lot d'anachronismes rigolos. Dans la scène finale du troisième film, celle qui m'a vraiment rappelé Django, le Lando se transforme en une bien improbable mitrailleuse, principe qui sera souvent repris dans les films suivants, jusqu'à plus soif hélas. Dans le paradis blanc de l'enfer, cela doit bien se produire 5 ou 6 fois en moins d'une heure et demie. À ce stade, la jubilation a depuis longtemps été remplacée par la lassitude. Je note ici que dans le tome 5 de Lone Wolf Cub, un épisode très déconcertant amène Ogami Itto à découvrir les plans d'une arquebuse multiple, plutôt que d'une mitrailleuse à proprement parler. Mais je ne sais pas si cet épisode est antérieur ou postérieur par rapport à Dans la Terre de l'Ombre. Mais au-delà des gadgets, il y a nombre de techniques martiales, souvent associées aux méchants ninjas du clan Yagyu, qui relèvent peu ou prou du surnaturel. Cela vaut aussi pour Ogami Itto, bien sûr, dont la technique Suiyo commet bien des ravages. Par ailleurs, Wakayama Tomisaburo était amateur de combats très dynamiques et très impressionnants, et prisait beaucoup l'emploi des trampolines Zboing. Il y a aussi quelque chose plus étrange, comme l'épée enflammée de l'épisode 4. Mais dans le dernier film, qui, rappelons-le, est le seul à ne pas avoir été scénarisé par Koike Kazuo, cette relative ambiguïté au regard de prouesses physiques peu ou prou surnaturelles cède la place à un contenu sans l'ombre d'un doute fantastique, un genre qui avait semble-t-il la prédilection du réalisateur Kuroda Yoshiyuki. Ogami Itto y affronte un sorcier et ses larbins zombies fouisseurs. Ce grotesque, comme tout grotesque, n'est pas sans danger. Par définition, c'est un jeu d'équilibriste, qui peut pencher aussi bien du côté du sublime que du ridicule. En certains cas, la jubilation bisseuse n'est pas si éloignée de la jubilation nanarde. Satanés ninja, ça doit être de leur faute. Sauf bien sûr que Misumi Kenji, surtout, et Saito Buichi, et même Kuroda Yoshiyuki, filment autrement mieux qu'un Godfrey-O. Mais les films, à part le premier, sont quand même sur la corde raide, et j'imagine que les réactions peuvent varier considérablement d'un spectateur à l'autre, voire chez un même spectateur, d'un moment à l'autre. Je ne peux pas faire ici de chronique détaillée des 6 films, ce n'est pas vraiment le propos. Quelques éléments qui me paraissent notables, avec des liens avec la BD quand c'est possible, c'est tout, au risque du jugement un peu lapidaire. 2 très brèves remarques générales, les 6 films sont assez courts, moins d'une heure et demie chacun, et souvent un peu décousus, disons du moins avec une trame générale plus ou moins relâchée. Allez, c'est parti. Premier film, Le sabre de la vengeance. Titre original, Kozure Okami, Kawakashi Udekashi Tsukamatsuru. Traduction littérale, ça donne sabre et enfant à louer. Il a été réalisé par Misumi Kanji en 1972 et fait 83 minutes, et je vais vous épargner la distribution, mais elle figure dans l'article sur le blog. Le premier film de la série est en tant que tel le plus normal. D'une part car il pose les personnages, en livrant au spectateur le passé d'Ogami Itto, fondant son errance avec le petit Daigoro. D'autre part parce qu'il fait encore preuve d'une certaine retenue au regard du grotesque qui sera, dès le deuxième film, un trait essentiel de Baby Cart. Notons par ailleurs que le film s'ouvre sur une séquence d'une extrême gravité, quand Ogami Itto, en tant que Kaishakunin au service du shogun, décapite un enfant noble, faisant un simulacre de seppuku avec un éventail. C'est une scène directement reprise de la BD, l'épisode Le chemin blanc entre les fleuves dans le tome 3. Mais le reste du film, sauf erreur, pioche surtout dans le tome 1 du manga. D'une part l'épisode La route de l'assassin, logiquement repris en flashback, et qui montre la famille d'Ogami Itto se faire massacrer par les Yagyu, Ogami Itto pris au piège diabolique de ces derniers et refusant de se contraindre au seppuku, bien plus désireux qu'il est de se venger, et emmenant avec lui le petit Daigoro, dont le destin est décidé dans l'épreuve du sabre et de la balle. D'autre part, l'épisode À l'oiseau les ailes, à la bête les crocs, où Ogami Itto et Daigoro tombent sur un village dont les habitants sont séquestrés par des brigands, prétexte à la grande scène finale, une jolie tuerie, en même temps beaucoup plus retenue que ce que l'on verra dans la série par la suite. Ce film a sans doute une limite, il construit sa narration sur les flashbacks d'Ogami Itto trahis par les Yagyu. Mais du coup, la narration au présent n'a en contrepartie pas forcément beaucoup de sens. Bon, en même temps, il s'agissait bien de mettre en scène une errance. J'ai d'ailleurs appris depuis qu'au Japon, il y avait des récits de vagabondage éventuellement codifiés, et où le vagabond est souvent lié à un enfant, ce qui éclaire sous un autre jour aussi bien Lone Wolf Cub que Baby Cart. Mais en contrepartie, la réalisation est impeccable, Misumi Kanji sachant doser son métrage en brillant dans une égale mesure dans les éclats de violence et dans les intermèdes plus posés, avec quelques très jolis plans à la clé. L'ambiance est remarquable, la violence douloureuse. Peut-être s'agit-il d'un Shambhala plus classique que les suivants, mais il n'en est pas moins dans l'absolu d'une très grande qualité. Beaucoup aimé. Deuxième film, L'enfant massacre.
toujours par Misumi Kanji, toujours 1972. Le titre original est Kozure Okami, Sanzu no Kawa no Baguruma. Traduction littérale, ça donne le landau de la rivière Sanzu. Ce deuxième opus, dès son entrée en matière, témoigne de ce que le grotesque s'est invité dans la série et ne la quittera plus. Je crois que c'est ce qui m'a un peu gêné lors de mon visionnage, et qui a fait que j'en suis sorti un peu dubitatif. Là où nombre de gens vous diront que c'est ici que Baby Cart devient Baby Cart, ce qui est sans doute très vrai. Mon souci en fait a porté ici sur les adversaires de Gami Ito, Traikonote Ninja, d'abord des femmes que je suppose hériter de l'épisode Les 8 portes de la perfidie dans le tome 1, puis et surtout les frères Hidali, repris de La flûte du tigre tombé dans le tome 3. Et il n'y a pas de mystère, ces deux épisodes dans la BD font partie de ceux qui m'ont le moins plu dans les premiers tomes. Parce que je préfère la série sur un mode moins systématiquement martial et sans doute plus réaliste, le trip ninja ne me parlant pas plus que ça. Sauf que dans les films, cette optique plus grotesque fait sans doute sens, et à ce compte-là, le film se débrouille plutôt bien, je suppose. Et au-delà, il y a des choses plus intéressantes à mes yeux, même si la trame de fond, pertinente en tant que telle, est un peu confuse dans son exposition. Je suppose qu'elle emprunte à l'épisode Vague de froid dans le tome 2, hélas sans son cadre montagnard et enneigé. Ce qui est bien plus convaincant, c'est sans doute le rôle de Daigoro, dans quelques jolies scènes où l'enfant veille son père abattu. Car Ogami Ito a beau être la machine à tuer que l'on sait, il n'est pas totalement invincible, et c'est un point sur lequel certains des films suivants reviendront, notamment le troisième et peut-être surtout le quatrième. L'enfant massacre, je ne suis pas bien certain de ce que j'en pense donc. Sans avoir trouvé ce film mauvais, j'en étais sorti un peu dubitatif. Mais il gagnerait peut-être à être revu après coup. Pour certains, c'est peut-être même le meilleur épisode de la série. Mais ceci, je ne le crois pas. Je crois que pour ma part, je décernerai ce titre au suivant. Troisième film, Dans la terre de l'ombre, toujours par Misumi Kanji, toujours 1972. Le titre original est Kozure Okami, Shinikaze ni Mukao Ubaguruma, soit en traduction littérale, le landau face au vent de la mort. Oui, Dans la terre de l'ombre, toujours signé Misumi Kanji, est peut-être bien mon film préféré de la série, au sens où il conjugue à mes yeux avec le plus d'habileté tout ce qui fait Baby Cart, la violence et la grâce, l'émotion et l'outrance. Qui plus est avec une réalisation au poil, réservant nombre de très beaux plans. Misumi apporte beaucoup de soin au cadrage et au montage, et le résultat est d'une belle élégance, en même temps que d'une violence rare. J'avais déjà évoqué plus haut les scènes de viol, passablement rudes, caméra à l'épaule, mais le rythme un peu plus posé que d'habitude, ou en tout cas davantage que dans l'Enfant Massacre, à mon sens bénéficie à toutes ces approches. L'histoire est peut-être plus décousue encore que d'habitude pourtant, mais c'est qu'elle ménage de jolies scènes qui mettent en valeur les personnages plutôt qu'un récit qu'on leur imposerait. Ainsi dans le thème de la prostitution, qui emprunte à l'épisode Anya et Anema dans le tome 3, y compris la séquence de torture pas vraiment indispensable. Mais au-delà, le film offre à ses héros des moments plus intimes que d'usage et qui les grandissent. Dans les deux premiers films, je l'avoue, j'avais un peu de mal à me faire au massif Wakayama Tomisaburo. Mes préventions ont disparu avec ce troisième opus, qui confirme avec éloquence combien il était parfait dans le rôle d'Ogami Ito. Il parvient vraiment à livrer une composition idéale, où, à chaque plan, il est à la fois noble et pouilleux, le tueur et le père. Et toujours inquiétant, cela va de soi, tout en ménageant des scènes non exemptes de tendresse avec le petit Daigoro. Mais, et ça participe de sa réussite, ce troisième opus n'est bien sûr pas que moments tendres et délicats, loin de là. Plus encore que le deuxième, il propulse la série dans le grotesque le plus intense, au travers de son incroyable scène de bataille finale, avec le landau de Daigoro qui se transforme en mitrailleuse. Ce qui donc m'a beaucoup rappelé Django et son cercueil. La scène est totalement folle mais très efficace. Elle institue d'emblée un modèle que les films suivants ne pourront que reprendre en tentant de le dépasser, et donc en le poussant plus loin encore. Cependant, au registre de l'action, le film ne s'arrête pas là, car il est construit pour partie autour d'une boucle confrontant Ogami Ito à un adversaire véritablement à sa hauteur. Ce qui n'était certes pas le cas des brigands et même du plus habile des Yagyu dans le premier film, et finalement pas davantage des frères Hidali dans le deuxième. Un samouraï réduit à la misère et qui côtoie de la mauvaise graine, des faux samouraïs, thème peut-être emprunté à l'épisode Mauvais Sujet dans le tome 4. Le personnage bénéficie d'un charisme certain, mais qui ne le rend pas plus sympathique, car nous le voyons impitoyable et guerre morale. Cependant, cette stature justifie l'affrontement qu'Ogami Ito souhaite pourtant différer. En définitive, après la bataille, le film se conclura donc sur un duel dont vous connaissez très bien l'issue, mais il se double d'un questionnement moral qui fait quelque peu froid dans le dos, les monstres et l'honneur. Oui, un très bon cru, je crois bien que c'est celui que j'ai préféré. Quatrième film, L'âme d'un père, le cœur d'un fils. Cette fois, c'est réalisé par Saito Buichi, mais toujours en 1972.
Le titre original est Kozure Okami Oya no Kokoro Ko no Kokoro, dont la traduction littérale donnerait cœur de père, cœur d'enfant. Quatrième volet de la série, L'âme d'un père, le cœur d'un fils, est aussi le premier à ne pas être réalisé par Misumi Kanji, qui avait tout de même filmé les 3 précédents durant cette même année 1972. C'est cette fois Saito Buichi qui prend la relève et, disons-le, de manière plus qu'honorable. Je crois qu'il y a peut-être comme un préjugé, si favorable envers Misumi Kanji, qu'il impliquerait de dévaloriser les autres réalisateurs de la saga. Mais, concernant du moins Saito Buichi, cela me paraîtrait bien injuste. Peut-être moins innovant, il s'est toutefois composé de très beaux plans, notamment quand il met en scène le personnage central d'Oyuki, et aussi raconté une bonne histoire. Même si là encore la trame est un peu décousue car elle se construit plus ou moins en parallèle sur 2 voire 3 récits différents. De bonnes histoires par ailleurs, mais qui se marient plus ou moins bien ensemble. La trame de fond, c'est la traque d'Oyuki, la femme ninja qui s'est fait tatouer la poitrine pour déconcentrer ses ennemis, héroïne du très bon épisode Saltimbanque dans le tome 4. Comme dans la BD, ce prétexte, qui vaut ce qu'il vaut, débouche en fait sur de très bonnes scènes. Par exemple quand Ogami Itto visite la communauté paria des artistes ambulants, dont le propre père d'Oyuki. Les 3 personnages se retrouvent impliqués dans un très cruel dilemme moral qui fait la saveur de l'épisode et pour partie du film. Mais une deuxième trame a son importance, même si essentiellement concentrée au début du métrage, et qui emprunte notamment à l'épisode Dernier Frima, tome 4 également, dont l'originalité est que Daigoro y vole la vedette à son paternel, car les 2 personnages sont séparés et se cherchent. Sans doute ne peut-on pas aller jusqu'à dire que, dans ce film, c'est Daigoro qui est cette fois au premier plan, comme le prétend la jaquette du DVD, car la deuxième moitié du film ramène le petit garçon à un rôle beaucoup plus accessoire. Mais cela a tout de même permis d'en apprendre davantage sur lui et de peser tout ce que l'éducation que lui prodigue par le fait Ogami Itto a de cruel et d'inhumain. Ce sur quoi reviendra le 5e film, hélas avec beaucoup moins de pertinence à mes yeux. Notez cependant que la trame de Dernier Frima est ici altérée de manière assez significative. À la différence de ce qui se produit dans la BD, le sabreur intrigué par le regard de tueur de Daigoro et qui le met à l'épreuve n'est pas n'importe qui, mais un membre du clan Yagyu du nom de Gunbei, qui avait en son temps vaincu Ogami Itto dans un duel qui devait désigner le prochain Kogikai Shakunin, poste qui était pourtant revenu à notre assassin préféré parce que le Yagyu, dans son arrogance, avait osé pointer son sabre sur le shogun. Et ça, pour le coup, c'est emprunté à l'épisode Les 2 Shujin du tome 5, j'en causerai bientôt. Au-delà, au travers de scènes de combat efficaces, et aussi gore que chez Misumi, c'est par ailleurs dans ce film que j'ai remarqué le truc des splurch, et d'usage inconsidéré de Daigoro mobile aussi, le film progresse jusqu'à la désormais traditionnelle méga baston finale, qui fonctionne, même si elle tombe sans doute un peu comme un cheveu sur la soupe miso. Notez cependant que le film peut étonner dans sa tentative d'humaniser Ogami Itto. Il reste le tueur absolu, ne vous en faites pas, et le film lui permet de rajouter quelques dizaines, sinon centaines, de victimes à son body count. Mais à plusieurs reprises, il le confronte à une adversité de taille qui lui vaut bien des soucis, voire les frais, ce qui n'est pas si commun. Quoi qu'il en soit, en dépit de quelques maladresses occasionnelles, L'âme d'un père, le cœur d'un fils est un baby cart tout à fait convaincant, un des 3 meilleurs en ce qui me concerne. 5e film, Le territoire des démons, de Misumi Kanji, en 1973. Titre original, Kozure Okami, Meifumado, soit en traduction littérale on va dire l'enfer des damnés. Avec Le territoire des démons, 5e film de la série, Misumi Kanji repasse donc une dernière fois derrière la caméra. L'histoire est à nouveau un tantinet confuse, une sombre histoire de succession truquée impliquant le shogunat et tant qu'à faire le clan Yagyu, dont le chef, Letsudo, apparu dès le premier film, s'implique davantage dans celui-ci puis dans le suivant et dernier. J'avoue le trouver un peu ridicule de manière générale, sauf erreur ce n'est pas toujours le même acteur qui l'incarne. Il y a un atout, je suppose, à cette confusion, trier les bons des méchants n'a rien d'évident, ce n'est peut-être pas suffisant pour convaincre. Le film s'ouvre avec 5 samouraïs qui testent successivement Ogami Itto au cas où, avant de lui confier une mission. Et vous vous doutez très bien de ce que ça donne. Mais notre tueur obtient ainsi un contrat, prétexte du film comme d'habitude. En chemin, cependant, il s'éloigne à nouveau de Daigoro, et le petit garçon se retrouve isolé. Ce qui débouche sur une scène passablement gratuite où, du fait d'un personnage de femme pickpocket hélas sous-exploité, Daigoro tombe entre les mains de méchants policiers qui le torturent en public pour qu'il dénonce la voleuse. C'est un peu déconcertant, mais en même temps la démonstration que le louveteau est aussi impitoyable que le loup, et c'est sans doute un point important du film. L'intrigue, déjà si confuse, mêle à tout ce bordel une sous-trame très étrange, empruntant à l'épisode La barrière sans porte dans le tome 2.
Ogami Itto y est chargé d'assassiner un bonze, révéré comme un saint par la populace, mais les conditions de l'assassinat, sinon le questionnement moral, à vrai dire, beaucoup plus vite évacué dans le film que dans la BD, diffèrent complètement. Nous avons droit ici à une très improbable et très rigolote séquence aquatique, après laquelle, jubilation, Ogami Itto massacre toute une escorte en étant vêtu seulement d'un slip. Mais après tout, pareil samouraï demeure forcément d'une dignité à toute épreuve, même en slip. Hey. Et le massacre, ça le connaît. Au bout de quelques temps d'errance ça et là, notre héros se rend enfin à la demeure du suzerain Kuroda pour y tuer littéralement tout le monde. En ce qui me concerne, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Avec un combat final évidemment absurde et ultra violent, mais où la réalisation joue habilement du cadre fermé. Les précédents exemples de ces batailles dans la série étaient en plein air, et ce sera également le cas dans le dernier film. Avec enfin un Ogami Itto impitoyable, oui, mais alors vraiment. Le niveau remonte donc à la fin du métrage, mais dans l'ensemble, ce cinquième film ne m'a pas passionné plus que ça. Il n'est pas mauvais, non, mais un peu médiocre. Au bout du cinquième film, je suppose qu'il y a une certaine logique à ce que ça s'essouffle un peu, ce que confirmera à sa manière bien particulière le sixième et dernier. Et donc, l'ultime film de la série, Le Paradis Blanc de l'Enfer, réalisé par Kuroda Yoshiyuki en 1974. Le titre original est Kozureo Kami Igoku Ei Kuzo Daigoro, ce qui donnerait en traduction littérale Daigoro en part pour l'enfer. Le Paradis Blanc de l'Enfer, oui, moi aussi je trouve ce titre français particulièrement est donc le sixième et ultime film de la saga Baby Cart, réalisé cette fois par Kuroda Yoshiyuki. Dans les interviews dans le DVD m'ont mis très mal à l'aise, le bonhomme est inquiétant. L'occasion en tout cas d'ultime pétage de plomb est pour le coup bien gratinée. L'absence de Koike Kazuo au scénario y est peut-être pour quelque chose. Le film cette fois n'emprunte semble-t-il pas du tout au manga. Par ailleurs il fait tomber un mur, plus ou moins translucide certes, du manga comme de la saga cinématographique, en intégrant dans le récit des éléments cette fois sans l'ombre d'un doute surnaturels. La jaquette du DVD présente il est vrai le réalisateur comme un maître du fantastique et des effets spéciaux. Avec tout l'amour que je porte au genre de l'imaginaire, je ne suis pas certain que cela ait été une très bonne idée. Mais pour cette raison, et sans doute pour bien d'autres encore, le film est vraiment grotesque de bout en bout. À tous les niveaux où peu s'en faut, il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, et pourtant il y avait du level. Le film est à nouveau assez décousu, consistant en gros en 3 temps. Ogami Itto a décimé le vil clan Yagyu au fil des métrages précédents, ce qui agace non seulement le vieux borgne Retsudo, qui a perdu tous ses fils, mais aussi le shogun Tokugawa, en fait complice dès le départ des Yagyu et qui menace de rendre l'affaire officielle. Retsudo, n'ayant plus de fils, il se tourne vers sa fille, Kaori, qui se débrouille pas mal avec un couteau. La scène de son entraînement est assez improbable. Mais s'en débarrasser ne posera finalement aucun problème à Ogami Itto, c'est même totalement expédié. Exit la famille Yagyu? Non, car Retsudo se tourne maintenant vers ses enfants illégitimes. Ah, surprise! Et tout d'abord son fils, qu'il n'a jamais reconnu comme tel, Yohei, lequel s'avère être un sorcier, et qui n'a que faire des Yagyu. Son clan à lui, c'est celui des Migales, des adeptes de la magie noire, dont ses fidèles sbires, 3 zombies fouisseurs. Sérieux, ils passent la moitié du film sous terre, en fait sous des draps qui se gonflent à leur passage, c'est plutôt risible. Reste qu'il s'en prend quand même à Ogami Itto par défi. C'est le cœur du film, et oui, ça se passe très mal pour le vilain sorcier, qui finit, hop, dans les bras de sa sœur, fille illégitime de Retsudo, qu'il entend violer pour le principe. Bah, tant qu'on y est, hein. Le problème est inverse par rapport à la séquence avec Kaori. Cette fois, le film se traîne, et en dépit de quelques jolis plans, du fantastique dans la brume, les draps ça ne vaut pas, on s'ennuie ferme. Mais il y a, enfin, l'ultime baston, dans la neige cette fois, et qui en rajoute des tonnes par rapport au film précédent, pourtant déjà bien excessif. Comme dit plus haut, c'est une incroyable boucherie. Je n'ai jamais vu un film où un personnage unique tue de ses propres mains autant de monde. C'est par ailleurs une scène totalement surréaliste, tellement grotesque qu'elle en devient méta-grotesque. Ouais. Les ninjas font du ski, tandis que notre loup solitaire use de la Daigoro mobile comme d'une luge de compète. La Daigoro mobile, ça s'essouffle un peu à force de séquences où Ogami Itto fait parler la poudre toujours de la même manière. C'était jouissif dans la Terre de l'ombre, mais là, 6 ou 7 fois dans le même film, ça commence à se voir. Et à la fin, c'est un putain de char d'assaut, bordel, blindé de partout. L'idéal pour affronter Retsudo, qui a lui aussi sa luge pré-Mad Maxienne, c'est vraiment n'importe quoi, totalement nawak. Mais, avouons-le, c'est aussi très rigolo. Alors certes on est à la lisière du nanar, mais ça a quand même quelque chose de jouissif. Sur un mode régressif peut-être, dont on ne s'enorgueillira pas dans les conversations entre cinéphiles téléramesques, mais après tout ce sont les moins intéressants des cinéphiles. La musique est à l'avenant, plutôt chouette par ailleurs, si,
mais le générique sonne plus que jamais comme du Shaft et ça fait toujours un peu bizarre. Et il y a des trucs qui sont osés. Bon, broder sur Moussorski et une nuit sur le Mont Chauve, ok. Mais dans la séquence dans la neige, déjà très James Bondesque à la base, une référence qui saute littéralement aux yeux, en écartant les skis face caméra, ce qui n'empêche pas Ogabito de la découper en plein vol par paquet de trouses, reprendre carrément des notes immédiatement reconnaissables du thème de 007, c'est un peu gros. Autant dire qu'à ce stade de débilité, on est très loin de l'ambiance très sombre et rude du génialissime manga Lone Wolf and Cub. Ceci dit, c'est rigolo. Honteusement peut-être, mais rigolo. J'ai enfin vu les Baby Cart, et j'en suis ravi. Tout n'est sans doute pas bon dans cette série, et son outrance ne parlera probablement pas à tout le monde, mais j'ai globalement passé de très bons moments devant chacun de ces films. Même l'Enfant Massacre, qui m'avait tout d'abord un peu déconcerté, et même le Territoire de démons et l'Enfer blanc du paradis, qui sont sans doute un ou deux crans en dessous par rapport à leurs prédécesseurs, au point de la quasi-nanardise dans le cas du dernier film. S'il faut vraiment faire un classement des meilleurs, je dirais que mon préféré a été Dans la Terre de l'Ombre, suivi de Le Sabre de la Vengeance et L'âme d'un père, le cœur d'un fils. Cela a été une bonne occasion de découvrir le Shambhala au-delà des références peut-être jugées plus fréquentables que sont Kurosawa Akira et Gosha Hideo notamment, et de quoi me donner envie de poursuivre l'expérience avec d'autres fameuses séries, dont les Zatoichi avec Katsu Shintaro, et pour certains d'entre eux réalisés également par Misumi Kanji, mais aussi Lady Snowblood, là encore adapté d'une BD de Koike Kazuo, ou encore les Miyamoto Musashi d'Uchida Tomu. Autant dire que j'ai du boulot, et il faut aussi dire merci à Wildside, que j'aime d'amour vrai.